Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la GoPro Mission One Pro. On verra toutes ses caractéristiques et possibilités et il y en a franchement beaucoup. On verra bien sûr ses points forts, ses points faibles, car oui, elle en a. Le tout avec plein d'exemples et de belles images. La vidéo sera sûrement un petit peu longue, donc il y aura des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo. Et avant de commencer, quelques points importants. Alors j'ai précommandé la GoPro Mission One Pro dès que ça a été possible de le faire, mais j'ai pas encore reçu ma commande. Cette caméra là, c'est GoPro qui me l'a envoyée, je l'ai reçue il y a quelques jours. C'est pour ça que j'ai pu la tester en avant-première. Ceux qui me suivent le savent, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je teste toutes les caméras d'action, caméras 360, drones du marché, et ce quelle que soit leur marque. Je ne suis ambassadeur d'aucune marque et mes tests ne sont pas sponsorisés, les marques ne me payent pas pour faire un test. C'est à ma connaissance la première fois que GoPro collabore avec un YouTuber français, non sponsorisé, non ambassadeur, bref, indépendant. Merci aussi bien sûr à GoPro et GoPro France pour leur confiance. Ils ne verront pas la vidéo avant que je la publie et je suis libre de dire ce que je veux, y compris de parler de points potentiellement négatifs de cette caméra, ce que je ferai. Pour finir cette intro, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, n'est pas sponsorisée, j'ai pas été payé pour la faire. En revanche, vous trouverez sous la vidéo en description des liens affiliés pour acheter cette GoPro. Et ce lien vous donnera 10% de réduction et moi j'aurai une petite commission, c'est un moyen sympa de soutenir mon travail. Maintenant, c'est parti. Alors dans les mains j'ai ici la GoPro Mission One Pro, ici j'ai la DJI Osmo Action 6 et la Insta360 Ace Pro 2. En termes de poids, cette Action 6 elle est à 149 grammes, c'est la plus légère des caméras d'action, parmi les meilleures caméras d'action. La Ace Pro 2 elle pèse 177 grammes et la Mission One Pro pèse 210 grammes, donc elle est plus lourde. Cela dit, les Osmo Action 6 et Ace Pro 2, quand on les a comme ça nues, elles ne peuvent pas être utilisées comme caméra d'action, elles n'ont pas de support de montage intégré. Pour ça, il faut y rajouter un petit support clipsé aimanté par en dessous. Et quand on pèse l'ensemble, batterie, carte micro SD et support clipsé aimanté, cette DJI Osmo Action 6 passe à 166 grammes, la Ace Pro 2 passe à 194 grammes. Donc on se rapproche vraiment, on est à 15 grammes en gros de la Mission One Pro en termes de poids. Alors elle est plus volumineuse dans toutes les dimensions, elle est plus grosse, cette Mission One Pro, un peu plus grosse que les concurrentes. Et elle est aussi un peu plus lourde, c'est à savoir, moi concrètement dans mes tests, malgré différents sports, j'ai pas été gêné par son poids et sa taille, mais en même temps je suis habitué à porter plusieurs caméras parfois pendant mes tests. Cela dit, il faut savoir que ces trois marques ont des caméras d'action haut de gamme pleine on va dire, et aussi une version un peu plus limitée mais surtout plus petite et plus discrète. Donc peut-être que si vous voulez une caméra minuscule, il faudra plus aller voir vers ces différentes versions on va dire réduites en taille de caméras, sachant que chez GoPro sur la Hero ou la Lite Hero, peut-être que bientôt on aura aussi des caractéristiques techniques qui vont redescendre de la Mission One Pro sur les caméras plus petites, notamment bien sûr le processeur j'espère. Point suivant niveau design, cette GoPro Mission One Pro comme ça telle qu'elle, elle est étanche à 20 mètres, pas besoin de mettre un boîtier étanche si on va à moins de 20 mètres. Ça c'est vraiment super, GoPro c'était les premières caméras d'action faites pour le surf et tout, et ils se sont fait distancer sur ce point là par DJI qui peu à peu a monté la profondeur maximale que pouvait atteindre leur caméra jusqu'à 20 mètres aussi pour la Osmo Action 6. GoPro maintenant rejoint ce qui se fait de mieux en termes de profondeur maximale sans caisson étanche. Il y a aussi un caisson étanche qui est disponible, je ne l'ai pas encore, il a pas mal de trucs intéressants, notamment deux supports pour tenir la caméra verticale ou horizontale quand on l'accroche par exemple à une autre caméra quand on est sous l'eau en plongée sous-marine. Bref, ce caisson, quand je l'aurai, je vous le testerai, je pense, mais pour l'instant, je m'en suis servi. Alors, je suis pas allé à 20 mètres, je suis allé autour de 8 mètres maximum, et aucun souci. Bien sûr, quand vous allez sous l'eau avec une caméra étanche, sans boîtier étanche autour, pensez bien à vérifier que toutes les trappes sont bien fermées, c'est ultra important, sinon forcément, vous allez la flinguer. Alors, cette Mission One Pro, comme d'hab chez GoPro, elle a deux boutons, mais pour la première fois, ils sont protubérants, ils dépassent du corps de la caméra. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est qu'on le sent facilement. Alors, c'est valable quand on est avec les mains nues, quand on est des fois accroché quelque part où on n'a pas la vue sur la caméra, on sent le bouton très facilement au doigt, mais même quand on a des gants par exemple, quand on fait du ski ou quoi, c'est pareil, on trouve et on sent le bouton plus facilement. Le second intérêt, c'est quand on va en plongée, en apnée ou en plongée assez profond, par le passé on pouvait voir le bouton qui se bloquait un petit peu avec la pression. Là en fait l'eau elle passe entre le haut du bouton et la caméra, il y a un petit jour, je vous le montrerai à l'image, ce qui fait qu'en fait on garde le bouton qui reste efficace, actif, même quand on va à 15-20 mètres de profondeur. C'est aussi pour ça qu'ils sont protubérants. Sur le côté ici, on retrouve la trappe qui donne accès à la batterie, à la prise USB-C et à l'emplacement pour carte micro SD. Comme d'hab chez GoPro, elle s'ouvre avec l'ongle en tirant vers le bas et en ouvrant. Point super important, c'est que c'est la même trappe, rigoureusement la même trappe que les modèles précédents de GoPro. D'ailleurs, celle-ci que j'ai mise là, c'est celle de la GoPro 13. Pour l'enlever, on tire vers le haut comme ça, on l'enlève. Donc ceux qui ont acheté par exemple la trappe de charge pour la GoPro 13 pourront s'en servir sur cette Mission One Pro. C'est une bonne nouvelle.
Tant qu'on est là, on parle un peu de ce qu'il y a là-dedans. Alors la carte micro SD, vous aurez des liens sous la vidéo en description vers des cartes micro SD qui sont compatibles avec cette Mission One Pro. Au niveau de la prise USB-C, plusieurs points très intéressants à vous signaler. Bien sûr, c'est par là qu'on peut charger la caméra, enfin la batterie quand elle y est insérée. On peut aussi utiliser la caméra quand la batterie n'est pas dedans et qu'on branche cette fiche USB-C sur par exemple une batterie externe. Ça marche très bien et il m'arrive de le faire pour un timelapse un petit peu long en été pour pas que la caméra chauffe. Je l'ouvre complètement, j'enlève la trappe, il n'y a pas de batterie et comme ça elle est bien ventilée de l'intérieur et je la branche sur une batterie externe. Cette fiche USB-C, elle sert aussi à brancher la GoPro sur un PC ou un Mac. Ça, on en reparlera après, mais moi, j'y arrive pas. Donc, quand je branche ma GoPro Mission One Pro sur mon Mac, et c'est pareil pour la 13 et pour les caméras d'avant, elle n'est pas reconnue et j'arrive pas à voir les fichiers qu'il y a dessus. J'en reparlerai après. C'est l'un des rares défauts de cette caméra. Ensuite, cette fiche USB-C, elle sert aussi à deux choses de plus. D'une part, on peut y brancher son smartphone dessus en USB-C et vous aurez comme ça la possibilité d'utiliser votre smartphone comme moniteur externe pour cette caméra. C'est top. Alors déjà, sur l'application, on peut le faire en Bluetooth, mais là, on peut le faire en filaire, ce qui est plus fiable, plus sûr, plus rapide. Donc, si vous avez par exemple un petit rig avec la caméra qui est montée quelque part et que l'écran est caché, eh bien, vous pourrez comme ça brancher votre iPhone ou Android en USB-C là-dessus et avoir le retour vidéo sur l'iPhone de ce que filme la GoPro. Point suivant sur cette prise USB-C, j'ai eu souvent la question de comment on peut faire pour afficher les images d'une GoPro sur une télé. Par le passé, il fallait avoir le Media Mode avec la prise micro HDMI là pour envoyer sur une télé. Cette prise USB-C de la Mission One Pro, elle pourra, parce que pour l'instant c'est pas encore possible, mais rapidement après qu'elle soit officiellement annoncée, cette Mission One Pro, il y aura une mise à jour qui rendra possible d'utiliser un câble USB-C vers HDMI pour envoyer directement les images de la GoPro sur une télé. Ça c'est cool. Et enfin, dernier point concernant cette prise USB-C, celui-là il est top, c'est qu'ils ont complètement débloqué tout ce qui est récepteur de micro sans fil à toutes les marques. Donc vous pouvez sur cette prise USB-C brancher un récepteur de DJI Mic, de Mic Pro de chez Insta360 et bien sûr bientôt du micro sans fil de chez GoPro. Donc on branche le récepteur en USB-C là-dessus, puis après on utilise l'émetteur, il transmet au récepteur. Ça c'est vraiment super pratique. Alors moi j'ai testé sur les Mic 3 de chez DJI, aucun souci, j'ai un super son et ça rend super bien. Par contre sur les Mic Pro de chez Insta360, là j'ai eu un son qui était très bizarre. Bref, je sais pas d'où vient ce souci, mais je continuerai à creuser ça parce que c'est un point qui est super intéressant pour tous ceux qui ont un micro HF. Et pour ce qui est de la partie micro, on reparlera après de grosses nouveautés en ce qui concerne l'interface de la Mission One Pro. Là, tu vois, j'utilise le DJI Mic 3, j'ai l'émetteur dans la main et le récepteur est branché sur la GoPro Mission One Pro. Tu verras comme ça un petit peu comment rend le son. Franchement, dans mes tests, ça marche super bien. On a aussi accès au menu spécial de réglage audio dont je reparlerai dans la suite de la vidéo. Troisième et dernier point qui concerne cet emplacement, c'est bien sûr la batterie. Et la grosse nouveauté, c'est une nouvelle batterie, la Enduro 2, qui est déjà compatible avec la Enduro. Donc on peut utiliser une Enduro 2 dans une GoPro 13 par exemple, ou une Enduro dans une GoPro Mission One Pro. Cette Enduro 2, elle a 2150 mAh au niveau autonomie, contre 1900 pour la Enduro version 1. Pour la concurrence, on est à 1800 sur la batterie de la Ace Pro 2 et à 1950 pour celle de la DJI Osmo Action 6. Donc cette Enduro 2, c'est la plus capacitive des batteries de caméra d'action du moment. Et surtout, il y a un point qui est ultra important. Vous savez, comme c'était toujours super long de charger les caméras de chez GoPro, cette Enduro 2 supporte enfin la charge rapide. Donc en 20 minutes, on passe de 0 à 80%. C'est vraiment un point qui est super confortable parce que moi, pour mon test, j'avais qu'une seule batterie. Donc quand je devais recharger en vitesse la caméra pour enchaîner les différents tests, là au moins ça allait vraiment vite. Alors qu'avec la Enduro, ça dure vraiment des plombes. Donc c'est un très très bon point, mais attention, cette charge rapide ne marche que quand la Enduro 2 est insérée dans la Mission One Pro ou dans son chargeur qui est fourni dans le pack que j'ai. Mais la Enduro 2 dans la GoPro 13 par exemple ne chargera pas en charge rapide. Alors la charge est rapide, comme je vous l'ai dit, de 0 à 80%, environ 20 minutes. Pour ce qui est des 20% restants, ça va dépendre de plein de choses, comme par exemple de la température de la pièce dans laquelle ça charge. Mais l'ensemble de 0 à 100% sera plus long que ce que fait la concurrence pour aller de 0 à 100%, pour la simple et bonne raison que cette batterie est plus capacitive. On a 2150 mAh contre 1950 au maximum chez DJI. Donc c'est bien normal que la charge totale de 0 à 100% soit plus longue. Cela dit, cette Enduro 2 associée à différentes caractéristiques techniques de la Mission One Pro qu'on verra plus tard, offre une autonomie en vidéo qui est hallucinante. Donc déjà moi, dans mes différents tests, j'ai été impressionné par
le temps que j'avais pour faire mes images au niveau autonomie par rapport à ce qui était le cas sur la GoPro 13 par exemple. Je vous mets à l'écran le tableau officiel annoncé par GoPro et j'ai pas encore eu le temps de faire des tests d'autonomie ou de surchauffe. Comme vous le savez, hein, j'en fais à chaque fois et j'en ferai un dédié à ce sujet-là. Si d'ici mardi, j'arrive à faire quelques petits tests, je vous mettrai les résultats à l'écran, mais cela dit, niveau autonomie, il y a vraiment un gain qui est énorme par rapport à ce que faisait la GoPro 13 et c'est vraiment super confortable à l'usage et ça propose des temps d'enregistrement dans les différents modes d'enregistrement qui sont largement au-dessus de ce que fait la concurrence. Alors je remets la Enduro 2 dans la trappe, je ferme la trappe et on passe sur l'avant de la caméra. Ici l'objectif, il y a un pare-soleil ici en caoutchouc qui s'enlève, hein, on peut juste tirer dessus et hop il s'enlève. Il y a une flèche en haut là pour montrer comment on doit le mettre ainsi qu'un petit GoPro qui est marqué en bas. Moi je l'ai gardé tout le temps, j'ai peur de le perdre, y compris quand j'allais sous l'eau. Je ne sais pas s'il est censé s'enlever quand on va sous l'eau, mais moi je l'ai gardé, j'ai pas eu de soucis. Ce pare-soleil protège bien sûr l'objectif hein, de rayons du soleil pour pas que ça fasse des artefacts ou du flair, enfin pour que ça en fasse moins en tout cas à l'image. Ensuite, on a ici une protection d'objectif qui, comme sur la GoPro 13, se dévisse et s'enlève. Il y a un témoin bleu pour savoir comment le remettre, aligné avec le témoin bleu qui est aussi sur la protection ici. Il y a un revêtement hydrophobe qui marche très très bien. Par rapport à ça, pas de souci à vous signaler. Hein. J'ai fait dans mes différents sports nautiques différents tests et j'ai pas eu de gouttes d'eau qui restent bloquées et qui sont gênantes. Bon, vous avez vu la taille de l'objectif et de la protection d'objectif. Ben, c'est pas compatible avec la GoPro 13. Donc les protections d'objectif de la GoPro 13, les filtres ND, l'objectif Max 2 ne marcheront pas sur cette Mission One Pro. Donc on peut précommander là aujourd'hui des filtres ND, ce que j'ai fait parce que dans le pack que j'ai pas reçu de filtres ND pour cette Mission One Pro. Est-ce qu'il y aura ou non un objectif Max 2? J'en sais rien, j'espère que oui, parce que moi il me sert beaucoup en wingfoil. Je vous rappelle que sur la GoPro 13, quand on a l'objectif max et qu'on active le maintien d'horizon total, on garde un angle super large, alors que chez DJI, quand on met l'objectif ultra wide et qu'on active le maintien d'horizon, on a un angle qui se resserre beaucoup. Donc moi en wingfoil concrètement, j'utilise tout le temps ma GoPro 13 quand je veux une caméra qui n'est pas 360, parce que il y a ce point-là qui est hyper important. Je peux avoir le maintien d'horizon, donc quand la wing tourne, eh bien la caméra, l'image reste vraiment droite tout en ayant un angle super large et seule la GoPro 13 aujourd'hui permet ça parmi les caméras d'action classiques qui ne sont pas 360. Donc j'espère vraiment que GoPro sortira bientôt un objectif max pour la Mission One Pro. Pour finir sur l'objectif, encore deux petits points. D'une part, il a un flair qui est assez maîtrisé, des fois même qui est assez sympa. D'autre part, il ouvre à f sur 2,8. On n'a pas ici d'ouverture variable comme sur la DJI Osmo Action 6. Ouverture fixe f sur 2,8 sur la Mission Pro. Et c'est un choix qui est assez judicieux de la part de GoPro, je trouve. On en reparlera dans la suite de la vidéo. Juste à côté ici, l'écran en façade de la Mission One Pro est rigoureusement le même en termes de caractéristiques que celui de la GoPro 13. On peut choisir ce qu'il affiche dans les réglages en haut. Je ferai un tuto pour débutants, je pense bientôt sur la Mission One Pro, donc dès qu'il sera fait, je mettrai son lien ici. À l'arrière, par contre, l'écran principal, lui, est bien plus grand que celui de la GoPro 13. On passe sur un écran de 2,59 pouces de diagonale contre 2,27 sur la GoPro 13, ce qui fait 13 ou 14% d'augmentation. L'écran donc est plus grand hein, et niveau visibilité, luminosité, c'est vraiment top, pas de souci à reporter par rapport à l'utilisation au soleil par exemple, et surtout le tactile est vraiment plus réactif. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une différence, ça marche très bien. Là on est au niveau selon moi de ce que fait la concurrence. Bref, c'était aussi des points sur lesquels c'était un peu frustrant par le passé des fois d'utiliser une GoPro par rapport à une caméra concurrente. C'est complètement rattrapé en ce qui concerne cet écran tactile aujourd'hui et même dépassé parce qu'il est plus grand que la concurrence. En dessous ici on retrouve tout ce qui est système d'accroche avec, comme sur les caméras récentes de chez GoPro, le triple système d'accroche, à la fois les pattes propriétaires de chez GoPro, un système clipsé aimancé ainsi qu'un filetage pour insérer une perche à selfie. J'en ai parlé récemment, ces pattes de chez GoPro intégrées à la caméra, c'est vraiment pour moi le meilleur système d'accroche quand on veut un truc qui est fiable. Je m'explique, les caméras concurrentes ont un système qui est clipsé et aimanté, qui marche globalement très bien, mais il m'est déjà arrivé sur une chute en e-foil par exemple, que manque de bol, hein, la planche elle vient taper pile poil sur un des boutons pour déclipser, le truc se déclipse et la caméra tombe au fond de la mer. Donc j'ai pu la récupérer, vous vous en souvenez, hein, ça avait fait, c'était pour le test de la Osmo Nano si je ne me trompe pas. Bref, ça n'arrive pas avec ce système, avec ces pattes de chez GoPro. C'est pour ça que en wingfoil par exemple,
dans les caméras 360, je ne prends que la Max 2 maintenant, parce que j'ai peur que les autres caméras peu à peu se dévissent ou que le système clipsé aimanté s'enlève. Bref, j'insiste, mais les pattes intégrées à la caméra, c'est pas forcément le plus rapide, mais c'est vraiment le système le plus fiable en termes d'accroche. Ensuite, cette Mission One Pro, c'est pas du design, mais c'est du hardware matériel, on va dire. Elle a aussi une puce GPS embarquée. Donc concrètement, soit on la désactive quand on veut garder un peu de batterie, soit on l'active, et quand on l'active, la position GPS sera enregistrée, mais aussi des données comme la vitesse par exemple, ou la trajectoire pourront être ajoutées à des vidéos qu'on aura filmées sur l'application GoPro Quick. Dernier point de cette partie design, ce sont les micros. Il y a un nouveau micro ici à l'arrière, en bas à gauche de l'écran principal. C'est vraiment top pour avoir une prise de son mieux gérée au niveau omnidirectionnel, mais aussi quand on veut montrer quelque chose en filmant et qu'on parle, et bien comme ça, on a vraiment le son qui est pris directement vers la bouche. On a deux micros qui sont au-dessus de l'écran qui est en façade, et un micro sur le côté ici, sous le bouton. Ce qu'on voit là, c'est pas une trappe, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà arraché. C'est pas une trappe, c'est vraiment une protection pour un micro qui est en dessous. Par contre, astuce intéressante, c'est qu'on peut ici faire passer une petite cordelette, petite ficelle pour accrocher un leash. C'est ce que je fais souvent moi, quand je fais du wing foil avec mon petit accessoire de chez A3D Sport. C'est comme ça que le leash s'accroche sur les GoPro en général. Alors ces micros, ils ont plein de choses qui sont nouvelles en termes de software et de hardware. On peut enregistrer en 32 bits à virgule flottante, ça on en reparlera dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer la partie photo-vidéo sur cette Mission One Pro, il faut commencer par parler du processeur, c'est le cerveau de la caméra. Ce processeur GP3 que GoPro a développé permet différentes choses. Déjà, il rend la caméra plus rapide que ce qu'était la GoPro 13, rapide en termes de navigation sur l'écran tactile, navigation dans les menus, c'est beaucoup plus fluide et agréable, mais rapide aussi en termes d'allumage et de quick capture. Le quick capture, c'est quand la caméra est éteinte et qu'on appuie sur le déclencheur et que ça commence à filmer. C'est tout simplement la caméra la plus rapide que j'ai, la caméra d'action la plus rapide que j'ai en termes d'allumage et de quick capture. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, hein. Avant, c'était souvent les plus lentes, les GoPro, sur ces points-là. Là, on a vraiment une caméra qui est super rapide et très pratique à utiliser. C'est aussi grâce à ce processeur GP3, mais bien sûr, ce processeur sert aussi au traitement de l'image et on parle de tout ça maintenant. Le second point matériel fondamental pour la photo et la vidéo, c'est bien sûr le capteur. Le capteur, c'est la cellule photosensible qui va recevoir la lumière et la transformer en courant électrique. Sa taille est hyper importante pour la qualité de la photo et de la vidéo, et cette GoPro Mission One Pro a un capteur de 1 pouce. Mais un capteur de 1 pouce, vraiment un capteur de 1 pouce, c'est-à-dire que c'est un capteur au format 4/3, de 1 pouce de diagonale, et je vous mets à l'écran une comparaison avec les capteurs des caméras d'action concurrentes, celui de la Osmo Action 6 de chez DJI et celui de la Ace Pro 2 de chez Insta360. Vous voyez bien que ce capteur de la Mission One Pro, il est bien plus gros que ce que propose la concurrence. Alors certes, beaucoup ont regretté l'abandon du format 8/7, du capteur quasiment carré qu'avait la GoPro 13 par exemple. Là on a un capteur au format 4/3, 4/3 ça fait 8/6, donc quelque part on n'est pas si loin que ça du 8/7. En tout cas on perd pas énormément, on en reparlera dans la suite de la vidéo pour ce qui est des qualités d'image et de la comparaison de ce qu'on peut faire au niveau crop quand on recadre en 9/16. Mais en tout cas on a un capteur qui est gros. Alors j'ai toujours dit depuis des années que c'est pas forcément un truc que je voulais voir arriver sur une caméra d'action parce que ça poserait le problème de la distance minimale à laquelle on serait net quand on vlog. Plus le capteur est gros et plus la profondeur de champ est réduite. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ces caméras d'action n'ont pas de mise au point. Elles sont faites pour avoir une image qui est nette jusqu'à l'infini et en se rapprochant de la caméra jusqu'à une distance minimale donnée. Et donc plus une caméra d'action a un gros capteur, plus il va falloir l'éloigner de soi quand on vlog pour avoir un visage qui est net. L'astuce, c'est que ici, GoPro a choisi d'avoir un objectif qui ouvre à f sur 2,8 car l'ouverture est le second paramètre qui influe sur la profondeur de champ. Donc cette ouverture permet d'avoir quand même une plage de netteté qui est pas trop loin de la caméra. On est à environ à la louche 50-60 cm, donc comme ce que propose DJI sur sa Osmo Action 6, ce qui reste, on va dire, acceptable. Là, je tiens la caméra à bout de bras. Je suis en 8K, 25 images par seconde, en mode linéaire. Ça vous verra un petit peu si l'image est nette. Bon, je suis défoncé là, il est 7h du mat, je me suis levé vers 6h pour finir cette vidéo. Aujourd'hui, mardi, avant sa publication à 15h, si j'arrive à la finir. Voilà un petit peu le rendu de l'image comme ça, à bout de bras, pour voir un petit peu si l'image est nette.
Ce capteur est gros tout en permettant d'avoir une zone de netteté qui est non plus pas trop loin de la caméra, ce qui est un très bon compromis. Et c'est un capteur en quad Bayer, c'est-à-dire que chaque pixel peut se diviser en 4 petits sous-pixels. C'est une technologie qu'on a vu arriver il y a longtemps sur les smartphones, puis les drones, puis les caméras d'action et les caméras, qui a des avantages et des inconvénients. Grâce au processeur GP3 et à ce nouveau capteur, cette GoPro Mission 1 Pro peut filmer en 8K jusqu'à 50 ou 60 images par seconde. Elle le fait au format 4 tiers ou au format 16 neuvième. Quand on veut filmer en 8K 9 16e, il faut filmer en 8K 16 neuvième et mettre la caméra comme ça. Quand elle filme en 8K, forcément, elle utilise le quad Bayer, elle divise chaque pixel en 4 petits sous-pixels, et chaque petit sous-pixel en 8K fait 1,6 micromètres de côté, alors que chez la concurrence, ils sont environ à 1,2 micromètres. Et donc quand on utilise les définitions normales, le 4K, avec les pixels pleins, on va dire, chaque pixel fait 3,2 micromètres contre environ 2,4 chez la concurrence. Donc chaque pixel, en fait, est plus gros que ce que fait la concurrence, donc plus de lumière y rentre, donc l'image est en théorie meilleure. Mais en pratique, comment ça marche? Je vous mets ici un test de mire que j'ai réalisé entre la Mission 1 Pro, la Ace Pro 2 et la Osmo Action 6, toutes les trois capables de filmer en 8K. Franchement, c'est une grosse claque. La Mission 1 Pro, elle est bien meilleure que les deux autres. On voit clairement dans les zones qui sont difficiles, que ce soit au niveau de la définition ou des couleurs, tout ça, qu'on arrive à voir beaucoup plus de détails. Dans tous les coins de la mire compliqués, la GoPro, en fait, elle est largement au-dessus de ce que font la DJI et la Ace Pro 2. C'est une très grosse surprise, parce que c'est souvent un domaine dans lequel il y a des petites avancées qui sont très légères. Là, c'est une fessée, hein. C'est vraiment sur le test de mire, il n'y a pas photo, quoi. Après, indépendamment du test de mire, pour ce qui est des images 8K en usage, on va dire, normal, la 8K, elle est meilleure que ce que fait la concurrence, je trouve. Mais attention, hein, c'est une définition qui n'est utilisée d'une part que quand il fait beau, lumineux, hein, parce qu'il faut la lumière avec ces petits pixels. D'autre part, c'est bien que ça y soit, je trouve, pour ponctuellement m'en servir. C'est aussi bien que ça y soit parce que quand on est en 4K, on a l'apparition d'une nouvelle fonction de zoom numérique à l'écran, qui est très pratique. Mais en soi, c'est des fichiers qui sont assez lourds et c'est assez rare que je m'en serve. Alors maintenant, on parle de l'Open Gate. C'est un nom qui est très à la mode et qui désigne un truc que GoPro fait depuis des années, à savoir filmer en utilisant tout le capteur. Quand on filme en 16 neuvième, on n'utilise qu'une bande centrale du capteur. Sur la Mission 1 Pro, on peut filmer en 4 tiers en utilisant tout le capteur, et quand on fait ça, on a accès à la 8K jusqu'à 30 images secondes. Donc ça, c'est aussi une chose qui est unique, parce que la concurrence ne propose pas de 8K en Open Gate. On n'a pas ça sur la S Pro 2, et sur la DJI Osmo Action 6, on a de la 8K au format carré, donc 1:1, mais pas au format 4 tiers. Bref, format 4 tiers en 8K jusqu'à 30 images secondes est disponible sur la Mission 1 Pro. Dans ce format Open Gate plein capteur, la Ace Pro 2 et la Osmo Action 6 sont plafonnés à du 4K 60 images par seconde, et dont même en Full HD, c'est maximum 60 images par seconde. On a vu que cette GoPro Mission 1 Pro peut faire du 8K 30. En 4K en Open Gate, format 4 tiers, elle peut monter à 120 images secondes, et en Full HD, elle peut monter à 480 images secondes. C'est encore une avancée hallucinante par rapport à ce que fait la concurrence. Alors on enchaîne sur les possibilités de gros ralentis offertes par cette Mission 1 Pro. Jusqu'à maintenant, les caméras de poche plafonnaient à du 4K 120 images par seconde. Certaines avaient du Full HD de 140 images par seconde. On avait le mode intéressant de la GoPro 13 avec du 2,7K de 140 images par seconde. Tout récemment, on a vu arriver la Pocket 4 de chez DJI, qui n'est pas une caméra d'action, mais une caméra, on va dire, de poche, qui elle fait du 4K de 140 images par seconde. Et c'est aussi le cas de cette GoPro Mission 1 Pro. Donc on a bien du 4K de 140 images par seconde, mais on a aussi, accrochez-vous bien, du Full HD en 480 images par seconde en illimité. Alors forcément, ça va s'arrêter pour cause de surchauffe au bout d'un moment, mais ce style de prise de vue, ça donne des vidéos tellement longues une fois qu'on les a ralenties que le but n'est pas de s'en servir pendant un quart d'heure. Donc on a bien du 4K 240 et du Full HD 480, et attention, dans ces deux modes-là, on n'a aucune restriction. On a accès aux 10 bits pour les couleurs, au GP Log 2, on a vraiment tout le panel de possibilités photo-vidéo qui sont disponibles
dans ces deux modes 4K 240 et Full HD 480, c'est vraiment impressionnant parce qu'en général, on a beaucoup de bridages qui apparaissent quand on passe sur des gros ralentis. Et c'est pas tout, on a aussi un ralenti qui est stratosphérique en Full HD à 960 images par seconde. Celui-là par contre, il marche que pendant 10 secondes, donc on met un minuteur, un retardateur, et quand il se déclenche, pendant 10 secondes, ça capte une vidéo qui est enregistrée en 960 images par seconde. C'est hallucinant, c'est vraiment ultra lent, et je précise bien que par le passé, on avait vu notamment chez DJI et chez GoPro des ralentis qui étaient disponibles que via l'application, qui étaient en fait faussement ralentis quand on prenait une image en 120 images par seconde ou en 240. Après, l'application permettait d'avoir un équivalent de 900 images par seconde, mais avec pas mal d'artefacts, des trucs qui étaient un peu pourris, parce que bon, c'était des images qui étaient inventées, quoi. Alors que là, je parle bien de captation, vraiment de vraie captation, hein, en interne sur la caméra, qui font un vrai ralenti propre, net, pur, quoi. Alors contrairement au Full HD 480, ce Full HD 960 a quelques limites. J'ai parlé de la durée d'enregistrement qui est plafonnée à 10 secondes. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas accès au GP-Log dans le Full HD 960, ni au 10 bits, on est plafonné à 8 bits pour ce qui est des couleurs. Et aussi, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que, vous savez, depuis récemment, sur les GoPro, on a accès au débit max, au réglage du débit d'enregistrement. Avant, on avait juste débit normal ou débit élevé. Là, il y a normal, élevé et il y a max. Et bien sur ce mode d'enregistrement en super méga ralenti, la Full HD 960, on n'a pas accès au débit max, on n'a que du débit élevé. Donc ce sont, voilà, les limites en gros, elles sont là. Après on a quand même quelques petits réglages en termes de qualité d'image, enfin de rendu d'image, mais on est quand même pas mal bridé. Mais franchement, il est hallucinant. Le sujet est relativement net. L'arrière-plan, on voit que c'est pas forcément idéal, ça reste que du Full HD entre guillemets, mais c'est hallucinant. Je me suis régalé avec ces ralentis, tous, hein, le 4K 240, le Full HD 480 et le Full HD 960, c'est vraiment hallucinant et c'est un régal à voir ce style d'image. Bon, maintenant un point qui est important pour beaucoup d'entre vous, c'est comment rend l'image des vidéos prises par cette GoPro Mission 1 Pro. Alors déjà, vous le savez sûrement, mais GoPro, malgré un retard technologique sur tout ce qui était capteur, processeur, il gardait quand même une image qui était propre. Donc même avec un processeur qui faisait 1 sur 1,9 pouces hein, sur la GoPro 13, contre 1 pouce ici, quand il faisait avec des conditions de lumière qui étaient bonnes, il y avait une très belle image. GoPro, ils sont forts au niveau du rendu de l'image, et le style d'image qu'ils produisent plaît à beaucoup de monde. Et c'est valable, pas que parce qu'il y a un côté punchy hein, qui pour le coup déplaît à d'autres, mais aussi parce que même en profil de couleur naturelle ou en GP-Log, on avait vraiment une belle image qu'on pouvait travailler derrière en GP-Log. Donc ce savoir-faire au niveau de l'image, mais ils l'ont gardé sur cette caméra. Il y a vraiment le savoir-faire de GoPro, on peut retrouver tout ça, mais c'est en plus amélioré par capteur, processeur, objectif, et franchement, je suis ravi de l'image. Alors je vous mets ce plan là du soleil qui se couche. Il y a un nouveau mode sur la GoPro Mission 1 Pro qui s'appelle mode cinématographique, donc c'est une sorte de profil de couleur, une sorte de LUT. Hein. Vous savez, il y a soit couleur naturelle ou GP-Log quand on veut le log, et il y a ce mode cinématographique que je trouve très très bien. Et sur ce plan que je trouve vraiment très joli, vous voyez les noirs qui sont en bas, c'est vraiment des super noirs quoi. C'est pas du noir qui est bruité parce que la caméra elle n'y arrive pas, c'est un choix artistique on va dire pour avoir ce style de rendu, et c'est vraiment très réussi. Et si on passe en profil GP-Log, on voit bien que les infos elles y sont. Hein. Les infos elles y sont, c'est un choix artistique de ce preset cinématographique d'avoir ce rendu qui est noir de chez noir en bas de l'image, là sur l'eau qui est très sombre. Ce que je veux vous dire, c'est que non seulement on a vraiment un savoir-faire au niveau du rendu de l'image qui apparaît vraiment dans cette caméra quand on choisit des presets qui sont différents, mais on a l'info qui est vraiment là. Et quand on prend le GP-Log, on a vraiment accès à l'info qui est là, et l'image bruite beaucoup moins que la concurrence dans les zones compliquées, et on peut travailler beaucoup ce GP-Log. C'est un GP-Log 2 qui est encore plus plat que le GP-Log version 1 de la GoPro 13. Ce GP-Log 2 il est très très plat, donc ceux qui veulent retoucher leurs images au niveau étalonnage des couleurs vont se régaler avec. Franchement, le rendu de l'image, tant avec le GP-Log 2 qu'avec les profils préinstallés sur cette Mission 1 Pro, et surtout avec le profil cinématographique que j'ai beaucoup aimé, je me suis régalé. J'aime beaucoup le rendu des images, même en FPV ici, j'ai fait un vol en GP-Log et un vol en profil cinématographique. Le rendu, je trouve qu'il est vraiment bluffant, c'est un vrai régal.
Attention, je vous dis pas que du jour au lendemain, la Osmo Action 6 et la S Pro 2 sont devenues des caméras pourries. C'est pas ce que je dis, et ce sont de très bonnes caméras. Mais aujourd'hui, clairement, pour moi, en termes de rendu d'image, qu'on soit amateur et qu'on veuille utiliser les presets déjà installés ou qu'on veuille pousser plus loin la colorimétrie en allant utiliser le GP-Log 2, cette caméra, la GoPro Mission One Pro, elle est pour moi clairement au-dessus en termes de rendu d'image. Dernier point sur la partie vidéo, c'est qu'il y a un mode de nuit sur la Mission One Pro, tout comme le proposent les Osmo Action 6 et Ace Pro 2. Donc dans ce mode de nuit, ça va faire une réduction du bruit en temps réel et une gestion de la stabilisation pour proposer une image qui reste exploitable, même si c'est pas un mode que je recommande pour un usage pro, hein, parce que la S Pro 2 et la Osmo Action 6, dans ces modes-là, bah franchement, ça fait une image qui est très artificielle. Il y a beaucoup de défauts partout, les visages sont très bizarres. Bref, c'est vraiment pour avoir une scène qui reste visible, lumineuse, malgré le fait qu'il fasse quasiment nuit. Cette GoPro a fait un choix différent, donc on voit que souvent c'est un peu moins exposé, mais du coup le rendu est meilleur. Donc c'est pas parfait, c'est pas un mode que je recommande encore une fois pour un usage pro, hein, ce mode de nuit, mais je trouve que le rendu globalement est meilleur que ce que fait la concurrence. C'est moins extravagant dans la remontée de l'exposition et dans l'apparition de tout ce qui est artefacts et choses bizarres sur l'image. C'est plus propre globalement ce mode de nuit, je trouve, sur cette Mission One Pro. Le mode faible luminosité sur la GoPro Mission One Pro. Le mode pure vidéo sur la Ace Pro 2, le mode Super Night sur la Osmo Action 6. Donc ces modes sont assez magiques, hein, sur la Ace Pro 2 et la Osmo Action 6, mais ça fait un rendu qui est exploitable, mais qui n'est pas utilisable dans des vidéos pro, hein. Il y a beaucoup de lissage, de traitement numérique, et l'image elle est pas belle, mais elle est lumineuse, et c'est de la magie. GoPro, leur but, c'est de faire une image qui est plus pro. Leur but annoncé, on va dire, quitte à être moins lumineuse. Donc on verra comment ça rend. Alors un petit mot rapide sur les débits d'enregistrement, donc les bitrates, c'est la quantité d'informations en fait que peut enregistrer la caméra chaque seconde. Faut savoir que la concurrence sur la DJI Osmo Action 6, on est sur 120 mégabits seconde de débit maximum, ce qui est assez bas. La Ace Pro 2 c'est 180 maximum. Cette Mission One Pro, on est sur le mode débit standard à 120, le débit élevé à 180 et le débit max à 240 mégabits seconde. Et quand on utilise le GoPro Lab, ce qui permet de débrider différentes fonctions de toutes les caméras GoPro, y compris celle-ci, on peut avoir un débit max d'enregistrement de 300 mégabits seconde. Alors j'ai pas encore eu le temps de tester le GoPro Labs, donc je n'ai utilisé la Mission One Pro que en 240 mégabits seconde au maximum. Et en fait, c'est pas le seul, mais c'est l'un des facteurs qui contribue au fait que je trouve la qualité d'image globalement meilleure, c'est que aussi le débit, il est aussi conséquent, quoi. Alors j'ai eu peu de temps pour faire ce test et j'ai pas beaucoup testé le mode photo, mais j'ai quand même fait quelques petits tests. On a déjà soit du 12 mégapixels, soit du 50 mégapixels. En 12 mégapixels, on a accès au mode super photo avec un traitement automatique de la caméra. Et en 50 mégapixels, on a aussi accès au RAW et aussi au mode super photo. Les fichiers RAW, notez qu'ils ne sont pas encore reconnus par Luminar, mais ils le sont par Affinity et par Lightroom, les fichiers RAW de la GoPro Mission One Pro. On a aussi la possibilité d'extraire une photo en 44 mégapixels d'une vidéo qu'on aura shootée en 8K. Donc si vous shootez une vidéo en 8K parce qu'il fait beau et la lumière et que l'image est sympa comme ça, vous pourrez en extraire une photo qui montera en 44 mégapixels. C'est aussi une manière sympa d'avoir des photos au rendu correct sans avoir utilisé le mode photo de manière spécifique. Alors maintenant on parle des nouveaux modes de prise de vue, des nouvelles possibilités qu'offrent les menus et l'interface de la Mission One Pro, et je commence par les 3 nouveaux modes de capture vidéo. On a parlé du mode faible luminosité, il y a aussi un mode suivi de sujet. Ce mode suivi de sujet, il va en fait resserrer, recadrer dans l'image pour en garder une petite partie et avoir de la marge sur les côtés. Quand on va devant la caméra, il vous détecte automatiquement, et quand on se déplace, il vous suit, et après le rendu final, c'est une vidéo où on a l'impression que la caméra bouge pour vous suivre. Ça marche super bien, j'ai eu aucun souci avec, et ça peut être très sympa pour ceux qui en ont besoin. Le troisième et dernier nouveau mode de capture, c'est le mode plongée. Quand on navigue dans les presets de la caméra pour changer entre photo, vidéo, ralenti, tout ça, on voit mode de plongée. Pour bien vous l'expliquer, il faut partir d'abord d'une autre nouveauté qui est dans les réglages
du mode dans lequel vous êtes. Donc si vous mettez en mode vidéo quel qu'il soit et que vous appuyez sur le mode vidéo en question en bas là, vous arrivez dans les réglages de ce mode vidéo. Et ici on a un nouveau truc, c'est ajustement d'image avec différents réglages possibles. On a le réglage visage, on en reparlera après, et on a aussi le réglage sous l'eau. Ce mode sous l'eau, quand on l'active, encore une fois, c'est quel que soit le mode vidéo dans lequel vous êtes, hein. Vous pouvez être en mode ralenti, en mode normal, 4K 30, 50, 25, vous pouvez activer ou désactiver ce mode sous l'eau pour chaque mode vidéo dans lequel vous êtes. Et quand vous l'activez, eh bien quand vous allez sous l'eau, la caméra va automatiquement ajuster la distorsion de l'image, mais aussi la stabilisation et aussi la température de couleur. Parce que quand on descend sous l'eau, il faut mettre des filtres rouges sur les caméras, ça va compenser en fait l'absence de filtre rouge. Bref, ce mode sous l'eau disponible pour chaque mode vidéo dans lequel vous serez est à utiliser forcément quand on va sous l'eau. Donc je reviens sur le preset plongée. Ce preset plongée qui est nouveau, lui, il est conçu, il ne marche qu'avec ce mode sous l'eau activé. Donc voilà, donc, encore une fois, pour chaque mode de prise de vue vidéo, vous pouvez activer ou non l'ajustement d'image sous l'eau, ou prendre un autre, le équilibré, le visage, le sport, qui chacun aura des conséquences sur l'exposition, la stabilisation et la gestion de l'image, quoi. Et vous avez aussi un preset plongée qui est déjà préenregistré, libre à vous de le modifier, de le sauvegarder par la suite. Autre nouveauté qui concerne ces presets justement, donc vous savez on peut naviguer entre presets soit avec le doigt comme ça en slidant, soit en appuyant sur le bouton une fois, deux fois, trois fois, ça navigue entre les presets. Et bien ces presets, on peut maintenant en cacher certains. Un exemple concret, si demain je vais faire une course à vélo et que j'ai pas envie d'avoir le preset plongée, le preset vlog et tout ça, je peux les cacher. Donc demain pour ma course à vélo, j'aurai juste les presets qui m'intéresseront pour demain. Ça évitera de faire des erreurs. Ça c'est un truc intéressant. Bien sûr, tous ces presets, tous ces modes là, on peut les enregistrer, les créer, les modifier et sauvegarder en y mettant un nom personnalisé. Donc c'est maintenant vraiment totalement personnalisable, tant sur l'application Quick que sur la caméra, et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un gros gain de temps par rapport au fait d'aller modifier les réglages de tel ou tel mode de prise de vue, d'oublier ce qu'on a modifié et après de se retrouver avec des images qui ne collent pas trop. Un point qui est hyper intéressant aussi et qui est nouveau, c'est que quand on modifie un paramètre, par exemple, si je passe en 10 bits sur un mode de prise de vue vidéo, on a un petit onglet qui apparaît, un petit truc à cocher là, pour choisir d'appliquer ça à tous les paramètres vidéo. Concrètement, moi, dans tous les modes vidéo qui le permettent, j'utilise le débit max. Quand je vais sur un mode vidéo, j'appuie sur débit max, je fais appliquer à tous, et après je n'ai plus à le refaire. Pareil pour le 10 bits, pareil pour le HDR, bref, on peut faire comme ça. Donc c'est vraiment très pratique et ça évite d'oublier d'activer un petit réglage sur un mode donné. Nouveauté hyper intéressante, on a un nouveau menu dédié à tout ce qui est gestion de l'interface audio. Donc concrètement, quand on branche un micro externe, un récepteur par exemple de micro externe, ce menu va s'ouvrir et dedans on peut vraiment faire tous les réglages qu'on veut au niveau audio, à savoir si on enregistre une piste interne avec le micro de la caméra, une piste externe avec le micro externe, enfin qui fait quoi, régler le gain de chacune, c'est vraiment très très bien, ça marche vraiment super bien, c'est très pratique à utiliser et les possibilités audio de cette caméra telles quelles comme ça sont vraiment top. On a parlé déjà de la possibilité d'y brancher un récepteur de micro HF, on a parlé aussi des 4 micros qu'elle inclut. On a soit le mode automatique où on touche à rien et la vidéo s'enregistre avec le son des 4 micros. On a aussi un mode 32 bits à virgule flottante qui va enregistrer un fichier séparé en 32 bits qui du coup ne va jamais saturer. On pourra avoir un son super fort et ce fichier on pourra le récupérer. Ce 32 bits pour l'exploiter, il faut un logiciel de montage vidéo qui le prenne en charge, comme par exemple DaVinci Resolve ou Final Cut Pro ou autre. Et on a aussi comme troisième possibilité de prise de son d'avoir un fichier en 24 bits séparé du fichier audio intégré à la vidéo. Bref, ces possibilités audio sont vraiment très bien et ça va se développer encore avec l'arrivée du Media Mode pour la Mission One Pro et aussi du micro HF pour cette caméra. On peut maintenant afficher sur l'écran principal pendant qu'on filme les paramètres d'exposition, les ISO, l'obturation et tout. C'est très pratique et on peut aussi définir des plages d'ISO et des
plages d'obturation. Concrètement, si vous voulez laisser une partie automatique, mais quand même en la bornant, on peut le faire. Donc là, les ISO, on pouvait le faire déjà avant, hein, il me semble, de me donner une plage d'ISO pour la caméra à utiliser. Par exemple, si je veux pas qu'elle monte au-delà de 800, mais que je veux quand même laisser de la marge pour ajuster. Maintenant, ça, on peut le faire aussi pour l'obturation, définir une plage d'obturation à ne pas dépasser en hauteur ou à ne pas aller en dessous sur la partie basse, on va dire. C'est pratique. Alors j'ai parlé tout à l'heure du réglage sous l'eau au niveau des ajustements de l'image. Vous savez, ce sont ces 4 modes qui auront un impact sur l'exposition, la stabilisation. Sous l'eau, on l'a vu, il y a aussi donc visage qui lui va donner la priorité à l'exposition de votre visage. Concrètement, si vous vous filmez à contre-jour avec un gros soleil derrière, en mode normal, il est possible que vous soyez tout noir au niveau du visage. En activant la priorité au visage sur ces ajustements d'image, vous aurez un visage qui sera un peu mieux exposé, quitte à ce que l'arrière-plan soit surexposé. Donc ça, c'est à utiliser aussi selon vos besoins, et pensez bien aussi quand vous avez fini à le désactiver et à repasser en mode équilibré, qui est le mode, on va dire, le plus à utiliser le plus souvent. Et il y a aussi le mode sport qui lui va essentiellement jouer sur la stabilisation quand on fait des sports vraiment engagés avec de gros virages, de grosses mouvements de la caméra. C'est dans ce style de contexte qu'il faut utiliser le mode sport en termes d'ajustement d'image. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vous le redis rapidement ici, hein, ça fait longtemps que GoPro a des sortes de LUT, hein, vous savez, des sortes de presets en termes de rendu d'image, avec les couleurs éclatantes ou naturelles, tout ça, ou le log, qui est vraiment lui tout plat, et qui est fait pour être étalonné après. Donc cette GoPro Mission One Pro a aussi ses paramètres, donc il y a le GP-Log 2, ça on l'a vu, hein, qui est encore plus plat que le GP-Log, et on a aussi, et surtout, l'ajout du mode cinématographique, enfin du preset ou du LUT cinématographique, qui, comme je vous l'ai dit, marche vraiment très très bien, je le trouve vraiment super dans différents contextes. Autre nouveauté qui elle est permise par sa possibilité à cette caméra de filmer en 8K, quand on filme en 4K ou en Full HD, on a un petit bouton pour zoom numérique, comme le font les caméras concurrentes, hein, mais c'est une première aussi pour GoPro, donc un zoom numérique de 4K vers 8K pour pouvoir zoomer en gros x2 sans trop perdre de qualité si la lumière est bonne. Il y a aussi l'option anti-flicker qui va venir vous signaler si la caméra, grâce à son petit capteur blanc qui est ici, détecte le fait que vous avez un mauvais réglage en termes de PAL ou NTSC. Concrètement, si vous êtes en 50 Hz sur la caméra et que vous filmez aux États-Unis, vous aurez cette alarme qui va apparaître, et vice versa, si vous êtes en 60 Hz sur la caméra et que vous filmez en intérieur avec des lumières en France, vous aurez aussi cette petite alarme qui va apparaître sur la caméra. Malheureusement, ça c'est un point que j'arrive pas à comprendre, sur ce point-là du choix entre 50 Hz et 60 Hz, donc le PAL ou le NTSC, toutes les caméras concurrentes mettent disponible tous les nombres d'images par seconde sur le mode vidéo. Donc on est en mode vidéo et on peut balayer entre 24, 25, 30, 48, 50, bref, on a accès à tout en une fois. Chez GoPro, non, il faut aller dans les réglages, aller dans le paramètre qui s'appelle local et changer entre 50 Hz et 60 Hz. C'est très fastidieux parce que moi je me sers souvent des deux. Quand je fais des ralentis, j'utilise les plus gros ralentis possibles. Par exemple, si je filme un ralenti en 4K, je vais prendre le 240 images par seconde parce qu'après je vais le modifier en 25 sur ma timeline. Mais à l'inverse, quand je filme en normal par ralenti, je vais filmer en 25 ou 50 parce que c'est la norme en Europe. Mes montages vidéo sont faits en 25 images par seconde, mes tournages aussi. Bref, j'alterne souvent entre des modes 50 Hz et des modes 60 Hz. Et chaque fois, il faut que j'aille naviguer dans les menus, c'est très fastidieux. J'espère qu'un jour, on verra enfin sur GoPro la disponibilité de tous les nombres d'images par seconde, tous, pas les NTSC, comme ça, en slidant, sans avoir à aller fouiller dans les menus. On continue avec le mode accéléré qui lui a un nouvel écran de prévisualisation du rendu final. Par exemple, si vous faites un filet d'étoiles, vous aurez un petit aperçu de ce que ça pourra rendre. Le mode timelapse, lui, il a aussi une belle nouveauté, c'est qu'on peut choisir d'avoir un rendu uniquement en vidéo ou un rendu vidéo plus JPEG ou vidéo plus JPEG plus RAW. Concrètement, moi, quand j'ai fait mon timelapse de nuit dans l'STRL, j'ai voulu avoir les trois. Pourquoi ? Parce que le rendu vidéo, il me permet d'avoir vite fait un aperçu rapide du rendu final, voire même si c'est bien de m'en servir. Donc j'ai vraiment du coup un timelapse de nuit, un starlapse comme on dit. Et après, le fait d'avoir les photos, ça me permet aussi d'assembler, d'empiler ces photos sur un logiciel pour faire une circumpolaire, ou alors de retravailler les photos
par batch là, pour après avoir un timelapse de bien meilleure qualité que celui que j'aurais eu avec le rendu initial. Bref, c'est une flexibilité totale entre vidéo, JPEG et RAW pour tout ce qui est timelapse, c'est vraiment génial. Alors un hyperlapse, c'est une vidéo en accéléré dans laquelle la caméra se déplace. Chez GoPro, l'hyperlapse, c'est un mode qui s'appelle Time Warp. Le Time Warp sur la Mission 1 Pro passe à de la 8K disponible, on peut rester si on veut en 4K, et on a aussi le HDR qui est disponible. Il y a aussi du nouveau sur tout ce qui est angle de champ, les FOV. Donc on avait avant le Hyperview qui était le plus large, on avait Superview en dessous, on avait large qui était le seul qui enregistre les données gyroscopiques, donc celui qui est utilisé quand on fait du FPV, et en dessous on avait linéaire, et encore en dessous on avait linéaire et maintien d'horizon. Ça a un peu changé sur la Mission 1 Pro, le FOV Hyperview a disparu, mais rassurez-vous, le Superview dont elle dispose est plus large que le Hyperview de la GoPro 13. Donc en Superview, on est très très large. On a en dessous le mode large, qui encore une fois est à utiliser pour le FPV parce qu'il inclut les données gyroscopiques. En dessous, on a un mode linéaire, et quand on est en mode linéaire, il y a un petit bouton qui apparaît pour activer ou désactiver le maintien d'horizon. C'est plus pratique, ça évite de l'activer par erreur, ce maintien d'horizon. C'est vraiment bien pensé comme ça, je trouve. Enfin, dernier point de cette longue liste de nouveautés, on a maintenant la possibilité de faire jouer l'audio d'une vidéo enregistrée sur la caméra. Donc quand on fait lecture d'une vidéo enregistrée, eh bien si on a relié des écouteurs Bluetooth, comme par exemple des AirPods, on pourra avoir l'audio de la vidéo sur les écouteurs. C'est pratique quand on veut revisionner en temps réel pendant un shooting et vérifier que le son était bon, on pourra le faire comme ça avec des AirPods par exemple, et on pourra aussi, pendant qu'on sert de la caméra, avoir les bips de la caméra qui vont s'entendre dans les écouteurs Bluetooth. C'est aussi des points qui sont intéressants en temps réel sur un shooting. Alors maintenant on parle des limites, des défauts de cette Mission 1 Pro. Il y en a quand même, hein. Bon déjà bien sûr au niveau taille, poids, ça peut être un défaut pour vous, hein. Si par exemple vous l'utilisez en FPV avec un FPV qui est un peu juste pour la portée, 20-30 grammes de plus, c'est quand même potentiellement significatif, donc c'est vraiment à vous de voir. Disparition de définition 5,7K. Ça c'est un peu dommage parce que autant le 8K je m'en sers très rarement, même si c'est bien qu'il y soit et je vous expliquer pourquoi. Par contre j'aimais bien le 5,7K qui permettait d'avoir une définition supérieure, de pouvoir zoomer un petit peu dans l'image sans pour autant avoir des fichiers ultra lourds. Et c'est pareil pour la disparition du 2,7K qui était aussi pratique dans différents contextes. Là on se retrouve avec du 1080p, du 4K ou du 8K. Pour l'instant, parce que c'est le genre de choses qui peuvent très bien être mises à jour dans les semaines, mois à venir, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on a comme définition. Autre limite potentielle pour vous, la disparition du format 8/7 qui était lié au format du capteur des GoPro précédentes. Là, on retrouve un format standard 4/3. Alors, plusieurs choses. Déjà, moi, je préfère avoir cette image-là avec cette taille de capteur, quitte à être en 4/3, plutôt que l'image des caméras précédentes en 8/7 avec un capteur qui est beaucoup plus petit, de 1 sur 1,9 pouces. Donc là, il n'y a pas photo, hein, le gain est meilleur. Bien sûr, avoir un gros capteur avec un format carré, c'est encore mieux potentiellement. Hein. Mais franchement, c'est pas une limite, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de pixels, beaucoup de tailles de capteur. Donc l'image que j'ai sortie de ces différents plans, j'en suis ravi, quoi. Alors après, ceux qui sont vraiment ultra fans des productions en verticale et qui aimaient bien pouvoir constamment filmer caméra horizontale et extraire après l'un ou l'autre, vous perdez à peine. Je vous rappelle que 4/3 c'est 8/6, hein, comparé à 8/7, on perd à peine. Donc oui, il y a une perte, c'est un fait. Peut-être que c'est gênant pour vous. Pour moi, c'est vraiment du bonheur. Donc c'est pas du tout un regret par rapport au capteur et au format de la GoPro 13. Les deux défauts suivants, j'en ai parlé aussi rapidement, ce sont des défauts récurrents chez GoPro. Premièrement, c'est l'impossibilité, pour moi en tout cas, hein, de relier ma GoPro à mon Mac et de voir les fichiers qu'il y a dessus. Ça ne marche pas, donc pourtant j'utilise le câble USB-C fourni par GoPro, hein, mais quand je la branche à mon Mac, il se passe rien, elle charge et c'est tout, mais le Mac ne la voit pas en fait. Et ça, c'est pas la première fois, hein. Ça fait des années que j'arrive pas à brancher mes caméras sur mon Mac et à ce qu'elles soient reconnues. Je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre vous. Autre défaut, j'en ai parlé aussi, c'est le 50 Hz, 60 Hz que je trouve très fastidieux et incompréhensible. Je voudrais que GoPro, dans chaque mode vidéo, rende accessible facilement en glissant le doigt comme ça tous les nombres d'images par seconde, qu'on ait 24, 25, 30 jusqu'au maximum, comme ça en slidant sans avoir besoin d'aller dans les menus pour passer de 50 Hz à 60 Hz pour avoir les PAL ou NTSC. Bref, ça c'est un petit peu dommage parce que la concurrence, elle le fait depuis très longtemps ça.
Alors on peut faire des lives en utilisant l'application Quick lorsqu'on y relie la GoPro Mission One Pro, ça marche. En revanche, ceux qui veulent l'utiliser en webcam, moi en tout cas, vu que mon Mac ne la reconnaît pas quand je lui branche, c'est impossible d'utiliser cette GoPro en webcam. Alors un point qui factuellement est un défaut mais qui est tout à fait compréhensible, c'est l'absence de rétrocompatibilité avec tout ce qui est lié à l'objectif, donc Max Lens Mode, filtre ND et tout, ça on en a déjà parlé. Alors des petits points qu'ont les caméras concurrentes et que n'a pas cette Mission One Pro, c'est par exemple l'impossibilité de s'en servir avec un NAS personnel, donc on a bien l'upload sur le cloud, ça marche très bien depuis des années. Par contre ceux qui ont un NAS ne pourront pas paramétrer cette GoPro pour qu'elle y upload automatiquement les fichiers qu'elle contient. Ça c'est quand même très pratique et DJI le fait, donc ce serait aussi un point intéressant à creuser pour GoPro je trouve. Alors chez Insta360, on a la possibilité de retrouver sa caméra avec l'application Find My de chez Apple sur un iPhone. C'est aussi un truc qui est rigolo, qui n'est pas disponible ici. Un truc que moi j'aime beaucoup sur les DJI Osmo Action, c'est le profondimètre intégré à l'écran, qui est très pratique quand on est en plongée, comme ça on sait vraiment à quelle profondeur on est. Alors attention, je parle d'apnée tranquille, c'est pas un truc pour faire de la plongée dans la bouteille, mais c'est un truc qui est rigolo et qui est très pratique à utiliser. Ça aurait été bien que ce soit intégré, d'autant que vu qu'il y a un capteur ici pour la température, je pense que l'information de profondeur elle arrive dans la caméra, et donc avoir un truc à l'écran qui marque où on en est, ça pourrait être rigolo aussi à intégrer comme le font les DJI quoi. Défaut suivant, c'est que ça aurait été bien, je trouve, qu'il y a un stockage interne, ça je vous le dis à chaque fois sur les tests de drones et de caméras de chez DJI, c'est vraiment très très pratique, c'est pas indispensable, mais bon je sais aussi que les prix de tout ce qui est stockage ont vraiment explosé, donc ça se comprend aussi. En tout cas cette GoPro Mission One Pro n'a pas de stockage intégré, donc la carte micro SD est vraiment indispensable, et encore une fois ça marche très bien comme ça, mais ça aurait été sympa quand même. Dernier défaut de cette caméra, selon moi, c'est son prix. Elle est vraiment à un prix qui est bien au-dessus de ce que propose la concurrence, et c'est une transition parfaite pour la conclusion de cette vidéo. Avant de conclure, un point qui est super important, beaucoup de gens disent que GoPro n'est pas fiable, que les caméras et l'application bug. C'est vrai qu'à une époque c'était compliqué, il y a eu des modèles qui étaient pas mal buggés, en tout cas au moins au début, l'application aussi, et j'étais le premier à vous les signaler. Ça fait bien longtemps que ces bugs, d'après mon usage et vos retours, sont résolus. Moi la GoPro 13, j'ai eu absolument zéro bug dessus, et j'en ai 3 des GoPro 13. L'application pareil, pour moi elle ne bug plus, et cette caméra, la GoPro Mission One Pro, depuis que je l'aime, bien que ce soit pas encore le logiciel, enfin le micro-logiciel définitif, j'ai eu absolument zéro bug dessus, ni sur la caméra, ni sur l'application. C'est un point qui est important parce que c'est une caméra qui, d'après mon test très très court, j'ai pas de recul, ça fait même pas une semaine que je l'ai, est fiable. J'ai pas eu de soucis avec en termes de bugs, de ralentissement, et pareil sur l'application. Alors vous êtes très nombreux, je le sais, d'une part à avoir beaucoup d'attentes sur cette caméra, dont on connaît une partie des caractéristiques depuis longtemps, mais aussi à attendre mon avis dessus, donc je vais tenter d'être le plus clair et concis possible. Si vous avez un budget serré, que vous débutez en vidéo et vous voulez une caméra d'action pour les vacances qui arrivent, prenez pas ça. Allez chez DJI, la Osmo Action 5 ou 6, elle fera le boulot pour beaucoup moins cher. Même une GoPro 13 aussi fera très bien le boulot. C'est pas ce qu'il faut acheter quand on débute et qu'on a un budget serré. En revanche, si vous avez les moyens de prendre cette caméra et que vous voulez ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de caméra d'action, c'est elle qu'il vous faut. Oui, elle est largement au-dessus selon moi de la concurrence, et encore elle l'est aujourd'hui, mais elle va le devenir encore plus parce que des mises à jour vont arriver, j'en suis sûr, et des accessoires aussi vont arriver, comme notamment j'espère, un objectif max. Bref, aujourd'hui, en termes de caméra d'action, et franchement je suis un peu un expert en France dans ce domaine, c'est clairement ce qui se fait de mieux sur le marché, loin devant la concurrence. Est-ce que ça vaut le prix que GoPro en demande? C'est à vous de voir selon votre budget, aussi vos besoins, vos envies. Bien sûr que vous pourrez faire des choses superbes, et ça fait des années qu'on fait des choses superbes avec des caméras d'action qui ne sont pas celles-ci. Maintenant qu'elle est là, c'est à vous de voir si vous avez envie d'y mettre le budget. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que d'après mes tests, vous n'en serez pas déçus. C'est vraiment un petit bijou. Je me suis régalé à faire ce test. J'ai eu très peu de temps pour faire autant d'images, autant de tests pour vous préparer cette vidéo. Ça a été très très intense, mais je me suis régalé parce que le fait de voir ce que j'arrivais à faire avec cette caméra comme image et de découvrir des caractéristiques et des possibilités à mesure que mon test avançait, c'était vraiment un vrai régal. Je vais continuer à faire des vidéos dessus, différents tests plus poussés, notamment tests de surchauffe, tests sur des fonctions en détail, un tuto pour débutants aussi sur cette caméra.
d'autres vidéos vont arriver et il y a aussi d'autres tests de caméras différentes, de marques différentes qui vont arriver. Si tout ça vous intéresse, pensez bien à vous abonner. Si la vidéo vous a plu ou était utile, si vous avez une petite idée du travail que ça a demandé, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à booster la vidéo, à la partager à vos proches, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, un grand merci à GoPro France pour leur confiance pour ce test. Je vous quitte, à très bientôt et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.